Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Encore une fois, on approche tout doucement des fêtes de fin d'année. C'est une période que j'adore, même si c'est une période, on va pas se mentir, particulière en 2020. Donc, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous inspirer, de vous remotiver, de vous montrer que malgré tout ce qui se passe, il y a du positif, il y a des gens qui font des choses extraordinaires et d'insuffler un petit élan, encore une fois, de positivité, de bonne humeur, d'espoir et de motivation pour vous accompagner en cette fin d'année et en début d'année 2021. On l'attend cette année 2021, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de faire venir un invité, un business qui n'est pas forcément un business qui nous parle à nous, petits entrepreneurs indépendants ou petites équipes, parce qu'aujourd'hui, on va parler avec Clément, donc Clément qui est le CEO de Headflex, c'est une start-up. Donc normalement, on parle pas trop de start-up par ici, mais Clément, il a eu un parcours de dingue. En 2020, son business a explosé, sa start-up a explosé grâce à plusieurs points, grâce à plusieurs clés. Et j'avais vraiment envie de le faire venir sur ce podcast pour qu'il puisse vous expliquer comment il s'y est pris, son mindset, comment il a mis les choses en place, qu'est-ce qui, selon lui, est important en 2020, sera important en 2021. Pour qu'on puisse tous les deux vous inspirer, vous ouvrir à de nouvelles perspectives et montrer aussi le positif qui se passe en ce moment. Donc, Headflex, Clément va nous en parler un petit peu plus en détail dans quelques minutes. C'est une entreprise qui accompagne les grosses entreprises en réinventant tout leur système de formation en ligne à l'interne. C'est-à-dire qu'il y a des grandes entreprises, je dis n'importe quoi, mais genre Air France, Engie, ils ont des systèmes de formation à l'interne pour leurs collaborateurs, sauf que des fois, le catalogue de formation disponible n'est pas toujours à jour, n'est pas toujours au top, ne correspond pas toujours aux demandes et aux besoins. Et du coup, la mission de Clément avec Headflex, c'est de proposer un catalogue interne aux entreprises qui soit au top du top niveau pour les collaborateurs, pour favoriser la formation en ligne en interne. Clément, il va avoir plein de conseils à vous donner, plein de pistes intéressantes. Et pour ceux qui se disent « oui, mais c'est de la start-up, ça ne nous correspond pas », en fin d'épisode, je vous ferai un petit récap des grands points intéressants qui ont été abordés pendant ce podcast et de comment nous, petits business, on peut les adapter à notre échelle, à l'échelle d'un business individuel. Et je parle bien de business individuel parce que même si vous déléguez, même si vous avez des membres d'équipe, nous ne sommes pas, la plupart d'entre nous, des start-up. Et avant de laisser place à mon entretien avec Clément, j'avais envie de vous demander un petit service. C'est Noël. Est-ce que vous voulez faire un cadeau de Noël à The Bee Boost? Si la réponse est oui, je vous serai éternellement reconnaissante. Ce sera gratuit, ça vous prendra une demi-seconde d'aller sur Apple Podcast et de laisser une note. 5 étoiles si le cœur vous en dit au podcast et un commentaire. Ça va vraiment, vraiment aider le podcast à se faire connaître, à vous proposer toujours plus d'invités intéressants, passionnants, motivants. Et même pour moi, du coup, je me sens soutenue dans ma croisade pour démocratiser l'entrepreneuriat pour tous. Donc, encore une fois, si vous voulez faire un petit cadeau de Noël à The Bee Boost, laissez une note et un commentaire à ce podcast et je vous remercie des milliers de fois. Ok, trêve de digression, c'est parti pour mon entretien avec Clément sur comment faire exploser sa start-up en 2020, sous-entendu dans un contexte qui a été compliqué pour tout le monde. Salut Clément, merci énormément de nous consacrer du temps, comment vas-tu? Bonjour Aline, ça va très bien et toi? Bien, merci. Ça va, tu te sens d'attaque pour le podcast? Ouais, très bien, parfait. Alors Clément, j'ai pris pour habitude de présenter moi-même mes invités en début d'émission. C'est l'occasion de profiter, de vous passer un petit peu la pommade et de vous faire gonfler les chevilles. Par contre, je vais avoir besoin que tu me dises si je loupe des choses, d'informations importantes. Parce que j'ai essayé de faire mon petit ninja quand je fais comme je fais d'habitude, mais j'ai pas trouvé tant d'informations croustillantes sur toi que j'aurais pensé. Donc, je compte sur toi. OK? Ok, c'est parti. Donc Clément, j'ai vu que tu avais commencé comme chef de projet digital, donc ça a été tes études puis le début de ta carrière, mais en 2016, tu as vite fondé ta première startup, qui est encore ta startup actuelle, qui s'appelle Headflex. Donc à la base, ça s'appelait mymook.com et ensuite tu as divisé un petit peu les deux. Mais tu as une mission dans la vie, c'est vraiment de rendre la formation en ligne accessible au plus grand nombre et surtout de l'adapter aux besoins des collaborateurs, de tes clients, etc. Et pour donner un petit peu un ordre d'idée de ce que tu fais, j'ai noté 500 000 apprenants sur Headflex et 5 millions d'internautes annuels sur mymook.com. C'est exact? C'est exact, c'est ça Aline.
On joue pas dans la même cour, hein, clairement. Et parmi tes clients aujourd'hui, Total, Air France, L'Oréal, PayPal, la Croix-Rouge, Action Logement, Wavezone Alliance et compagnie. Waouh! Yes. Bon, bah, je vois que tu as très bien pitché, en tout cas, MyMook et Headflex. Faut que je t'en dise un peu plus sur l'histoire. Avec plaisir. Yes. Bon, donc en fait, oui, j'ai débuté comme chef de projet dans un premier temps dans une entreprise qui s'appelait Learning Tribe juste à la suite de mes études. Et en parallèle, j'avais un projet qui s'appelait MyMook que j'avais monté avec deux amis quand j'étais encore étudiant en master. Ce projet, c'était de faciliter l'accès aux ressources de formation du web et principalement les MOOC dans un premier temps. Donc, pour ceux qui nous écoutent, les MOOC sont des cours en ligne qui sont certifiants, issus de grandes universités et grandes écoles. Donc, on a fait ce qu'on appelait et qu'on appelle encore une sorte de TripAdvisor des MOOC. Donc, tous les MOOC référencés à un seul endroit et avec un objectif de faciliter l'accès pour aller chercher un cours en ligne sur de l'informatique, sur du management, sur de la prise de parole, bref, sur plein de sujets. Assez rapidement, du coup, on a monté l'entreprise. Donc, Learning Tribe, qui était ma première entreprise en tant que salarié, a investi dans le projet. J'ai eu la chance du coup de rencontrer Philippe, qui est le fondateur de Learning Tribe, qui aujourd'hui est très investi dans Headflex, qui a du coup lancé avec moi cette entreprise qu'on appelait MyMook, avec aussi les deux amis de lycée et d'études supérieures, Rémi et Raphaël. Et donc, on en est arrivé aujourd'hui à Headflex. En fait, on a scindé MyMook et Headflex parce que on avait MyMook qui était une activité très grand public, donc pour toutes les personnes en France et dans le monde qui souhaitaient chercher un cours en ligne, et puis une activité en B2B, donc auprès des entreprises, pour citer certains de nos clients, qui en fait utilisaient notre savoir-faire pour aller identifier et rassembler les meilleurs contenus du web pour proposer ça à des salariés. Donc, on appelait ça au début MyMook for Business, et on s'est dit que ça allait plus loin puisqu'on n'allait pas chercher que des MOOC, mais aussi des vidéos, des podcasts, des articles, des webinaires, bref, tout ce que tu as sur le web. Et on a renommé l'entreprise et cette offre, en tout cas Headflex. Donc aujourd'hui, on a à la fois Headflex, mais aussi MyMook, qui continue de vivre, bien évidemment, avec les chiffres que tu as cités. Donc 500 000 apprenants qui sont des salariés d'entreprise. Aujourd'hui, on a une centaine d'entreprises clientes. Et puis, 5 millions de membres sur MyMook qui, tous les mois, se connectent sur le portail. Et quand tu vois ces chiffres, comment tu te sens, toi? Est-ce que tu te dis, je suis en train de réaliser la mission, le message que j'ai envie de faire passer? Ouais, tout à fait. Alors, on en veut toujours plus, bien évidemment, mais oui, de voir qu'il y a des millions de personnes qui se connectent chaque année sur MyMook, c'est un vrai plaisir. C'est surtout en fait que notre objectif, et ça c'est une des volontés, une des convictions que j'ai et qu'on a chez MyMook et Headflex, c'est de permettre à des personnes partout dans le monde d'avoir accès à de l'éducation et de la formation. Donc de la formation, bien évidemment, à la fois en entreprise, mais aussi avec des cours en ligne dans des pays comme le Maroc, comme la Côte d'Ivoire, mais aussi des pays en Asie. Bref, on a vraiment cette vocation à aider des personnes qui n'ont pas forcément le même accès à l'éducation qu'on peut avoir en France, qu'on peut avoir aux États-Unis ou dans des pays très développés. Et du coup, on veut toujours avoir plus de membres et de personnes qui se connectent parce qu'on pense que c'est une vraie valeur et on veut que personne en parle autour d'elle, bien évidemment. C'est vraiment cette vision de démocratiser en fait la formation en ligne. Exactement. Et de donner, en fait, c'est vraiment le message qu'on porte même auprès des entreprises. En fait, la formation, aujourd'hui, elle est souvent perçue assez négativement, entre guillemets, en tout cas en France. En France, la formation, c'est quelque chose qui peut être ennuyant et autres, mais on le sait pas forcément. Alors qu'aujourd'hui, on se forme par nous-mêmes, voilà, en allant sur Google, en lisant des articles, en écoutant des podcasts et autres. Et notre but, c'est vraiment de redonner un côté, entre guillemets, un peu sexy à la formation et de dire que c'est bien de se former, qu'il y a des super choses et que la formation, elle a changé avec Internet. C'est un point très intéressant que tu soulèves. Effectivement, je trouve qu'il y a cette image dans le milieu corporate de la formation comme un truc un peu poussiéreux avec des intervenants qui, s'ils font de la formation, c'est qu'ils n'ont plus d'activité à côté, ils se recyclent un petit peu et de trucs ennuyants, comme tu dis, alors que toi, tu es dans la formation en ligne, je suis dans la formation en ligne aussi. On sait qu'aujourd'hui, il y a des choses mais juste extraordinaires qui se font, qui peuvent être hyper ludiques, hyper intéressants, motivants. Enfin, donc, Ouais, voilà. bravo pour cette belle mission. Merci. Alors, j'ai eu l'idée de débuter notre entretien par une petite interview en Fast and Curious. Est-ce que tu connais le concept? Oui, mais tu veux en dire un petit peu plus? Ouais, je t'ai pas communiqué ça à l'avance pour pas que tu te prépares parce que sinon c'est pas drôle. L'idée c'est que je vais te dire 2 mots et tu vas me dire celui qui te correspond le plus sans réfléchir. Alors, Clément, formation en ligne ou formation présentielle? Formation en ligne, bien sûr. Bonjour ou au revoir? Bonjour. LinkedIn ou Instagram? LinkedIn la journée, Instagram le soir. Oh, j'aime bien. Action ou réaction? Action. Game of Thrones ou Casa de Papel? Casa de Papel. Oh non!
J'ai arrêté à la saison 1 de Game of Thrones. J'ai pas accroché. Tu fais partie des rares personnes disruptives de Game of Thrones. Exactement. Organisation papier ou numérique? Numérique. Vidéo ou podcast? Podcast. Cinéma ou musique? Musique. Électro. Stagiaire ou alternant? Stagiaire et alternant. Préparé ou improvisé? Préparé. Et enfin, dernière question d'actualité, masque ou gel? Je dirais les deux. Les deux, parce qu'on est safe. Voilà. Bon, pour plonger un petit peu dans le sujet, quelle place aujourd'hui tu penses que la formation en ligne a en 2020, à la fois pour les salariés, mais aussi pour les individuels, les particuliers, les entrepreneurs? Voilà, la formation en ligne, elle est de plus en plus présente, et ça, je pense qu'on en est tous conscients, et elle est de plus en plus présente sans forcément, et nous, c'est un message qu'on portait, qu'on s'en rende compte, ce que je disais tout à l'heure rapidement en introduction, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tous les Français, même toutes les personnes dans le monde, se forment sans le savoir de manière informelle. C'est-à-dire qu'on parlait de podcast dans le métro, le matin, quand je vais travailler, que j'écoute un podcast, par exemple, sur améliorer les ventes ou améliorer le bien-être au travail, je vais me former de manière informelle et je vais faire la même chose quand je vais aller chercher sur YouTube un tutoriel pour me dire tiens, j'ai besoin de progresser sur Excel ou j'ai besoin de découvrir quelque chose. Donc aujourd'hui, elle est de plus en plus présente et nous, on a un chiffre qu'on aime bien partager en général, alors à la fois avec les entreprises qu'on a en cible ou en client, mais aussi de manière générale, c'est qu'une étude de la Segos, donc qui est pour ceux qui ne connaissent pas, un gros organisme de formation en France, qui va sonder tous les ans à la fois les salariés d'entreprise, mais aussi les DRH. Et le dernier chiffre, donc issu de l'étude de l'année dernière, révèle que 95% des salariés en France, 94% en Europe, il me semble, déclarent qu'aujourd'hui, ils sont prêts à se former par eux-mêmes avec les outils numériques à disposition. Et donc, quand on analyse ce chiffre, il est hyper intéressant parce que c'est qu'aujourd'hui, on vit une vraie révolution dans la formation et dans la formation en ligne parce que quand on creuse un peu cette étude, ils disent ça alors que il y a 20 ans, déjà, ce chiffre était quasiment proche de 0%, parce que Internet débutait simplement et on n'avait pas encore toutes ces ressources à disposition. Et surtout, ils pensaient, ces salariés, à demander à leur DRH ou à leur direction de formation ou à des organismes comme Pôle emploi, si je recherche un emploi, une formation. Et aujourd'hui, ils ne pensent plus en priorité à ça, mais ils pensent à aller en ligne, chercher des ressources ou être accompagnés par des experts. Donc, je pense qu'il y a une vraie révolution qui est en train de s'opérer encore plus avec la crise sanitaire. Donc, ça fait partie des quelques côtés positifs avec le télétravail, la formation en ligne et un autre aspect positif de cette crise. Il faut bien qu'on en trouve quelques-uns quand même. En tout cas, voilà, aujourd'hui, la place de la formation en ligne, elle est en train de vraiment s'accélérer. Et je pense que tu vas me dire si ça s'est ressenti d'un point de vue chiffre de votre côté, mais avec le premier confinement, puis là maintenant le deuxième qui est déjà entamé à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a quand même une espèce de ruée vers la formation en ligne, parce que les gens cherchent à s'occuper, les gens cherchent à se reconvertir, les gens cherchent à améliorer leurs compétences pour rester, on va dire, compétitifs dans leur domaine. Ouais, c'est exactement ça. Le premier confinement, quand il a eu lieu, comme tout le monde, on ne savait pas forcément ce qu'il allait se passer. Hein, quand on a vu les annonces d'Emmanuel Macron en mars, il me semble. On a surtout vu, en fait, quelques mois après, quand on a fait une analyse, une augmentation considérable de l'utilisation de solutions comme Netflix ou MyMook. Parce qu'en effet, les gens avaient potentiellement du temps. Il y a le chômage partiel, il y a aussi le fait que parfois il y avait un peu plus de temps parce que moins d'activité dans certains domaines. Et on a eu plus de 400% d'utilisation, par exemple, sur Netflix. Donc voilà, des chiffres qu'on attendait, ça fait 4 ans qu'on existe. Tous les mois, notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'utilisation. On fait beaucoup de communication, soit dans les entreprises, soit en externe, pour attirer vers nos dispositifs. Et on a envie de dire qu'en fait, le meilleur Chief Digital Officer, ça a été la crise sanitaire. On a beaucoup dit dans les entreprises, il faut digitaliser, il faut mettre en place des mesures, il faut faire plein de choses. Et en fait, depuis 10 ans, on patinait un peu. En tout cas, c'était assez compliqué. Et là, avec la crise sanitaire, il y a eu une accélération considérable. Et je pense qu'on a gagné entre 5 et 10 ans, en tout cas, dans la digitalisation de certains domaines, dont l'information. Vous avez gagné entre 5 et 10 ans, c'est ouf. Ça me fait trop plaisir de voir que il y a aussi des business qui en ont profité parce qu'on a besoin de success stories comme la tienne pour nous remotiver, garder le moral. Justement, tu disais, quand on ne savait pas trop ce qui allait se passer, quand on a entendu les annonces de Macron, très honnêtement, toi, c'est quoi un des premiers trucs qui t'est venu en tête ? Alors, premier truc, c'est j'ai appelé mon associé Rémi, avec qui je travaille beaucoup en binôme, puisque lui, il s'occupe de toute la partie opération, produits et autres, là où moi, je suis plus sur la partie commerciale, marketing, développement général de la structure. On s'est appelé, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, est-ce qu'on passe des personnes en chômage partiel ?
parce que un peu comme tout le monde, on savait pas de quoi allait être notre business. Alors on a par contre une chance, c'est que nous on a un business où on a un modèle de revenu récurrent. On vend en fait un abonnement aux entreprises, donc on a une certaine visibilité sur nos revenus dans les mois à venir, parce que c'est des contrats d'un an, 2 ans, 3 ans. Ça c'était un côté positif, mais la première réaction c'était de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait pour nos équipes, comment ça va être demain, est-ce que tout va se stopper, etc. Donc la première réaction ça a été ça, et la deuxième réaction qui était dès le lendemain, ça a été de se dire bon ok, on se met en ordre de marche parce qu'on a énormément de demandes. On avait vraiment énormément de demandes d'entreprises qui nous disaient il faut nous aider à nous équiper et autres. Et donc on s'est fait un point de crise pour se dire pendant une matinée comment on organise encore mieux l'équipe commerciale, comment on déploie encore plus vite. En général, nous on déploie des solutions dans une entreprise demain qui nous contacte, ça va mettre 3 semaines, 1 mois à se déployer, le temps d'installer la solution. Et voilà, on a installé des solutions en 2, 3, 4 jours. Donc, et forcément qu'on coupe sur certains aspects pour aller vite. Donc du coup, ça a été. Alors tu parlais d'action-réaction, ça a été réaction dans un premier temps en fait, de se dire ok, qu'est-ce qu'on fait, et action directement. Ensuite. Proactivité. Voilà. Donc en fait, dans les 24 premières heures, tu as déjà vu la direction que ça allait prendre, à savoir que tu avais plein de demandes entrantes. Ouais, alors après, voilà, on n'était pas sans savoir que ça allait évoluer dans un sens comme dans un autre, mais au début, on partait que pour 15 jours de confinement, donc on était. Ça semble une autre époque. Hein. Voilà, c'est ça. On s'était dit, bon, 15 jours de confinement, comment on s'organise, et pareil, le télétravail, hein, c'était comment on se met en place. On avait déjà tous les outils, donc on utilise Slack, Notion, Google Meet, bref, on avait une belle suite d'outils, donc ça allait, mais on n'avait jamais mis toute l'équipe en télétravail à 100%, donc ça a été aussi de se dire, ok, comment on fait, quel point on organise, qu'est-ce qu'on digitalise, alors que avant on était plutôt sur des points où on se réunissait en physique. Bref, pas mal de boulot les premiers jours. J'ai entendu Notion, vous utilisez Notion? Oui, tu connais? Oui, en fait, en ce moment, c'est en train d'exploser dans le petit domaine des entrepreneuses indépendantes. Tout le monde en parle. Ouais, moi j'adore cet outil. Ça fait 1 an qu'on l'a et qu'on l'a installé sur initiative du coup de Rémi, un des associés chez Edflex et MyMook, qui m'avait dit mais il faut absolument qu'on crée une base documentaire, un wiki. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je le recommande fortement, même pour une entreprise, soit indépendant, une entreprise, même les grandes entreprises, tout le monde peut l'installer. Et en fait, c'est vraiment complémentaire d'un drive qu'on peut avoir. On héberge les documents cloud. Là, on va retrouver tous les process, tous les standards de l'entreprise, toutes les infos dans une logique d'organisation presque 100% transparente. C'est top. Du coup, on a parlé un peu de ton évolution en 2020. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels ont été les défis que tu as rencontrés cette année? Parce que là, on est au mois de novembre, donc l'année est presque écoulée, à la fois d'un point de vue général, donc par rapport globalement au code des startups, mais aussi d'un point de vue impact Covid-19. Ouais, alors les difficultés que j'ai rencontrées en tant qu'entrepreneur, comme tout créateur d'entreprise, notamment de start-up, la plus grosse difficulté, c'est trouver ses clients, ce qu'on appelle le product market fit. Donc, savoir si le produit correspond vraiment à un besoin du marché. Donc, du coup, on a nous trouvé nos premiers clients et ces premiers clients, en fait, très rapidement, quand on en trouve, ils nous en amènent d'autres. Enfin, c'est un peu la logique boule de neige. Donc, nous, la plus grande difficulté, c'est de trouver les 2 premiers clients. On a eu la chance d'avoir un gros cabinet de conseil qui s'appelle Wavestone et Air France qui nous a fait confiance. Et donc, quand tu signes, quand tu es une start-up, une grande entreprise, même si le produit n'est pas encore totalement abouti, mais qu'on y croit et qu'on te fait confiance, parce qu'on s'est dit qu'il fallait aller voir Air France, qu'il fallait pas avoir peur, et on les a signés sur une petite expérimentation, et du coup, ça t'en amène d'autres, et ça amène d'autres grandes entreprises, et c'est l'effet boule de neige. Donc. Alors, temps mort, je me permets de t'interrompre, mais question. Comment est-ce que quand on est une start-up qui démarre, on signe Air France comme étant son premier gros client? Parce que ça m'intrigue. Ouais, c'est une très bonne question. Alors en fait, c'est du coup la chance d'avoir eu Learning Tribes, j'en parlais tout à l'heure, d'avoir été d'abord salarié dans une industrie, dans la même industrie en tout cas que MyMook et Edflex. Parce que j'avais ce projet MyMook et Edflex, et plutôt que de lancer tout de suite ma start-up, ce que je me suis dit, c'est ok, je vais plutôt être salarié dans un premier temps. J'avais pas de business model, comme toute startup. Et donc, j'ai été salarié tout en conservant ce projet, ce qu'on appelle le side project, donc projet parallèle, d'avoir eu, du coup, Learning Tribes, et c'est un conseil que je pourrais donner à des personnes qui nous écoutent, d'avoir eu une entreprise plus ancienne, entre guillemets, sur le marché de la formation, nous a permis d'avoir accès à un réseau et de plus facilement aller pitcher notre solution. Donc, en fait, Learning Tribe nous a ouvert certaines portes, dont la porte d'Air France, en nous disant, voilà, pour ton projet qui n'est pas encore vraiment lancé à 100%, peut-être que toi, en tant que salarié Learning Tribe, tu pourras en parler à Air France et lui vendre une petite prestation et
passer une partie de ton temps salarié à voir si ça marche. C'est comme ça qu'on a pu avoir accès à Air France, qui du coup, avec l'assise de Learning Tribe, une entreprise de formation à l'international, 15 ans d'expérience, bref, une belle entreprise. Et du coup, on a eu l'opportunité pendant un an de lancer une expérimentation avec Air France et puis d'amener d'autres clients et à un moment de se dire, OK, on en crée un vrai produit et on y va parce qu'on a trouvé le produit qui correspond aux besoins de marché. Donc, on va dire qu'on a été un peu aidé, mais on l'a aussi cherché, on a forcé le destin, bien évidemment. En fait, tu as juste utilisé les ressources qui étaient à ta disposition et j'adore cette histoire. Ouais, et c'est assez rare dans le monde des startups et souvent c'est ce que je dis à des personnes qui veulent se lancer quand on me dit ouais mais comment t'as fait pour monter ta startup et autres, on pense pas assez à aller voir des entreprises de son secteur. Demain, je sais pas si quelqu'un qui nous écoute a une idée de business mais a pas vraiment de business model, a pas de ressources forcément et on sait qu'en ce moment c'est encore plus compliqué vu le contexte. C'est ok, je peux me mettre salarié et puis parler de mon projet au moment où je vais passer l'entretien d'embauche. C'est ce qui s'était passé avec Learning Tribe. J'avais parlé de ce projet, ça avait intéressé le CEO de Learning Tribe qui m'avait dit partons sur une aventure salariée pour toi et puis creusons côté entrepreneuriat et lançons l'entreprise si on trouve quelque chose à faire. Donc, il ne faut pas hésiter à aller dans un premier temps être salarié pour monter sa boîte en ayant ce side project qu'on peut déployer. Et la question qui me vient, c'est Learning Tribe, c'était pas en concurrence directe ou indirecte avec Edflex? Non. Et c'était alors oui, en effet, si on va direct chez un concurrent, c'est un peu plus compliqué. Non, c'était une entreprise qui était complémentaire. C'est-à-dire que voilà, c'est un organisme de formation qui faisait beaucoup de formations et qui fait toujours en salle, même si le contexte est un peu plus compliqué, ou en présentiel, qui avait un peu de digital learning et qui souhaitait renforcer son équipe digital learning et donc du coup qui avait aussi un intérêt à terme à investir dans une solution comme celle qu'on avait montée en tant qu'étude. Donc voilà la petite histoire d'Air. Mais c'est génial, j'adore cette histoire et j'adore ce concept, comme tu disais, d'avoir ton side project et d'être en salarié dans une entreprise complémentaire à ton side project qui peut t'ouvrir des portes, qui peut t'encourager, qui peut aussi, j'imagine, te faire profiter de son réseau, de ses ressources, etc. Enfin, j'avais jamais entendu ce type de montage, mais je trouve ça très cool. Ouais, c'est assez original, assez rare et je pense qu'en fait, c'est aujourd'hui trop peu communiqué auprès des entrepreneurs et pas hésiter, en tout cas moi j'hésite pas à le dire à ceux qui veulent se lancer, qui ne sont pas prêts encore à se lancer à 100%, je veux dire ok, c'est un moyen d'y arriver. Je suis sûre que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd là. J'espère. Et alors du coup, quels autres défis tu as rencontrés cette année 2020 en développant Edflex? Alors le plus gros défi, ça a été tout ce qui est onboarding à distance, donc l'intégration de nouveaux collaborateurs. Pendant la crise sanitaire, on a recruté beaucoup puisqu'on est on était une vingtaine au début de l'année, là on est 32. On a fait beaucoup Merci pour la société française. Ouais, et merci aussi au dispositif du gouvernement sur l'alternance. On a recruté aussi évidemment quelques alternants qu'on n'aurait pas recrutés sans les aides du gouvernement. Du coup, les onboarding à distance, ça a été un vrai défi parce que on réfléchit, je l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais une des premières réactions aussi à l'annonce du confinement, ça a été de se dire est-ce qu'on annule les recrutements parce que ça va être compliqué, on l'avait jamais fait. On s'est dit ça va être hyper compliqué d'investir les personnes à distance, de les former, que ce soit des commerciaux ou des développeurs, ces deux types de profils. Et on s'est dit non, ok, on avait décalé quand même d'1 ou 2 semaines pour s'organiser. Les personnes qui arrivaient le premier jour du confinement ou presque. Et du coup, ça a été un défi qui a été relevé avec succès, et notamment grâce à Notion. C'est là qu'on a vu toute la puissance de Notion, d'avoir un outil où il y a toute la documentation de l'entreprise, d'avoir aussi des outils comme Slack où on peut interagir rapidement, et puis d'organiser des visios régulières où au final on se rend compte que c'est bien de se voir en vrai et clairement c'est indispensable. En tout cas, moi je suis pas pour le 100% télétravail, je fais partie de cette partie de start-up qui vont passer 100% télétravail. Moi je suis convaincu qu'il faut un mix des deux et du coup la visio nous permet quand même de se rendre compte que on peut pendant quelques semaines en tout cas travailler bien à distance sans trop de problèmes. Donc ça a été l'onboarding le principal sujet et après ça a été clairement la distinction entre vie privée et vie pro, parce que du coup, bien évidemment, avec cette année 2020, en tout cas nous dans notre domaine, on a énormément eu de travail et on ne s'en plaint pas vu le contexte, mais du coup, on a fait quand on était en confinement et là on est à nouveau en confinement, on travaille forcément un peu plus, ça peut impacter la vie perso et donc du coup ça a été un vrai défi, alors à la fois à titre perso mais aussi pour l'entreprise de bien mettre les bonnes barrières pour éviter que
que ça amène à des problématiques, soit avec des salariés, soit dans sa vie perso, par exemple me concernant. Est-ce que vous avez mis des choses en place pour vos salariés, vos collaborateurs, par rapport justement à respecter cette équipe vie pro, vie perso, autant que faire peut ce possible, je ne sais plus comment on dit, même dans un contexte de télétravail? Oui, on a mis en place certaines choses. Typiquement, une des choses qu'on a mises en place, c'est le fait de ne plus s'écrire le week-end ou à partir d'une certaine heure le soir sur des outils comme Slack. Au début, voilà, on a tendance à s'écrire. Et comme on est chez soi en confinement le week-end, on regarde son application, même quand on est salarié, on y répond. Bref, ça amène à des vraies problématiques d'intrusion dans la vie perso. Donc, typiquement, on utilise des fonctionnalités comme celle de Gmail. Il y en a une qui est super où on peut programmer un mail le lundi. Donc, on prépare le mail et personne ne doit s'écrire sur les temps hors travail. En tout cas, doit limiter ses interactions. Donc, on a mis en place des petites choses comme ça. Je trouve ça hyper inspirant. Je pense que je vais mettre ça en place avec mon équipe aussi parce que je suis celle qui envoie des messages Slack à 2h du mat, tu vois. Ouais, j'en faisais partie aussi. Donc, j'essaie de faire un maximum attention, en tout cas avec certaines personnes avec qui du coup je sais que je préfère me prendre des notes d'un côté et en ayant pris des notes, c'est de dire le lundi matin à 8h30, voici ce à quoi j'ai pensé. Totalement. Si j'ai un truc à retenir de notre entretien, ça va être ça. Ouais, c'est un truc qui a été mis en place de mon côté, en tout cas en 2020. Donc. Très inspirant. J'ai vu en faisant une petite recherche sur Netflix que vous accordiez, je trouve ça absolument génial, énormément d'importance à la fois à votre customer care, mais aussi à vos ressources internes en termes de RH. Donc on a commencé un petit peu à en parler, onboarding des employés, respect des temps de travail, petits soins. Moi j'avais adoré le post LinkedIn sur, je crois que c'était Raphaël en alternance qui est arrivé chez vous et vous lui aviez fait une petite dédicace sur LinkedIn absolument adorable. Est-ce que tu penses que c'est des problématiques dont on doit se soucier, enfin je pense que oui, mais à quel point en 2020 et pour les années à venir quand on développe un business? Oui, clairement. Enfin, il y a à la fois la partie bien-être des collaborateurs et impact RH, en tout cas pour que le salarié soit au mieux dans l'entreprise. Ça, c'est le premier sujet. Et ça, pour moi, c'est indispensable. Et on voit que les grandes entreprises, alors, commencent à y aller peut-être un peu moins vite que les startups, mais mettre des choses pour le bien-être au travail et mettre des choses qui sont concrètes, en tout cas pour certaines grandes entreprises. Et après, il y a aussi le fait d'être une entreprise à impact. Ça, aujourd'hui, je pense que beaucoup de jeunes qui cherchent, en tout cas beaucoup de moins de 35 ans, on va mettre dans les jeunes, cherchent une entreprise à impact sociétal. Donc, c'est comment mon entreprise peut avoir un impact. Donc, soit c'est de l'impact direct, pour nous, c'est sur l'éducation. Donc, clairement, entre guillemets, on y va à fond et parce qu'on y croit, on pense qu'on a quelque chose à faire, à changer dans le monde de la formation et de l'éducation. Donc, du coup, ça permet en mettant en place tout ça, de mobiliser les équipes et de recruter un peu plus facilement. Et après, si on n'est pas en impact direct sur un sujet, de faire des actions. Et je sais, par exemple, que je discutais avec une ancienne salariée qui s'appelle Eva, qui travaille dans une asso, qui est partie faire un service civique, dans une asso qui s'appelle Sport dans la ville. Et donc là, c'est un sport dans la ville, typiquement, c'est pour accompagner et s'occuper de la réinsertion des jeunes en difficulté à travers le sport. On a des salariés du coup de chez Edflex, mais ça pourrait être d'autres boîtes que ça se fait, qui passent du temps. Donc on leur libère une demi-journée ou de temps en temps une après-midi, une fin d'après-midi pour aller témoigner, parler d'un métier, aider en tout cas ces associations. Donc on peut avoir différents types d'impact, mais aujourd'hui au-delà des RH, ce qui est important, c'est toute la partie impact de l'entreprise et ce qu'on met en œuvre autour de ça, parce que là aujourd'hui c'est quelque chose qui plaît bien en tout cas à certains salariés et je pense qu'il peut attirer des talents en sachant que ça est mis en place. J'adore ta réponse. Je trouve ça hyper inspirant. Merci. Et du coup, vous avez connu cette croissance folle en 2020, en dehors du contexte économique. Selon toi, quelles sont 3 actions que tu as mises en place dans ton entreprise et qui font que ça a décollé? Première action, ça va être très commercial, mais c'est ce qui a fonctionné. On a monté avec l'équipe commerciale une offre découverte au moment du Covid. Je pense que ça a été une super opportunité de développement. Parce qu'avant, on vendait beaucoup d'offres 1 an, des choses assez classiques. Tu t'abonnais à notre solution sur 1 an, on te faisait un devis. Voilà. Un peu comme tu t'abonnes 1 an à Netflix, tu t'abonnais 1 an à Netflix. Donc, on s'est dit, OK, là, il y a un temps court, on va créer une offre découverte pour signer plus de clients et on va tout miser sur le fait d'avoir un super accompagnement qu'on a déjà, mais qu'on va encore renforcer. Et au bout de ces 3 mois, on va convertir l'ensemble des clients qu'on aura eu sur l'offre découverte au début du confinement. On va les convertir sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et on en a signé 30 offres découvertes. Là, on en a renouvelé 100%.
Donc, ça a été 100%. 100%. Et alors, à la fois des grandes boîtes qui ont accéléré le processus, et des grandes boîtes, alors je ne vais pas les citer parce que je ne sais pas si je peux le faire, mais des grandes boîtes. Ne les citons pas dans le doute, ouais. Voilà. Donc, qui ont testé l'offre découverte, mais aussi des plus petites boîtes. On a des industriels. Alors, je vais citer ce que Goruo, je sais qu'ils communiquent beaucoup. Goruo, typiquement, c'est des véhicules utilitaires, donc hyper impactés par la crise parce qu'au moment du confinement, beaucoup moins de location de véhicules utilitaires, de livraison et autres. Et ils avaient 1200 salariés. Et ils ont investi pour ces salariés qui étaient en télétravail ou chômage partiel avec une solution pendant 3 mois comme Edflex. Ils ont tellement adoré la solution, en tout cas les salariés, que du coup, on a renouvelé un an. Typiquement, c'est ce genre d'exemple. Donc ça, c'était je pense, le premier élément du succès en 2020 et de l'accélération. Donc on a bien réussi ce virage qui était effectué de manière très rapide. Le deuxième élément, c'est tout ce qui est autour du bien-être des collaborateurs. Donc on en a parlé juste avant, mais il était important aussi d'engager tous les salariés. On est une trentaine, donc c'est une petite équipe. Si tu as des équipes qui sont démobilisées et que tu as, entre guillemets, que 30 salariés, t'es pas très bien pour produire et pour après assurer un niveau de service et un niveau d'engagement. Donc on a mis en place plein de choses avec les équipes de managers, des événements réguliers, des apéros à distance, des choses pour engager les salariés. Il y avait déjà une bonne ambiance. On a conservé cette bonne ambiance en renforçant le bien-être au travail. Donc c'est tout ce qu'on a mis autour du bien-être au travail qui pour moi le deuxième facteur de succès. Et le troisième facteur de succès, c'est tout ce qui va être autour de l'accompagnement client. En fait, on a renforcé malgré la crise, on a pris un risque, on a renforcé les équipes de chefs de projet, 2 nouvelles personnes en CDI, en se disant, OK, on aurait pu se dire, bon, non, il n'y a qu'une personne, elle va avoir énormément de travail, et puis nous, on va aussi aider. On s'est dit, OK, on investit parce qu'on pense que ça va être le point 1. Si on vend des offres découvertes et qu'on veut les renouveler, il faut absolument qu'on ait des bons chefs de projet, qu'ils soient dispo, etc. Donc, c'est une des personnes, notamment, qui nous avait rejoint, qu'on aurait pu passer en chômage partiel. Et on s'est dit, non, on prend le risque de la garder alors qu'elle vient juste d'arriver dans l'entreprise parce qu'on lui fait confiance pour déployer les clients qu'on va signer et on l'accompagne. Voilà les 3 éléments. C'est top. Franchement, j'adore ce que tu nous as cité parce que je trouve que c'est aussi bien applicable à un modèle de start-up que même à un modèle d'entreprise individuelle, de micro-entreprise. Le fait continuer à bien travailler avec ses équipes, même à distance si on délègue un petit peu, faire très attention. Bref, tout ce que tu as dit, je ferai mon petit récap à la fin. Bien sûr, il y a une dernière chose qui est importante aussi, c'est ça peut être considéré comme un risque, mais moi je pense que ça a été une force aussi de cette année, c'est qu'en fait on fait beaucoup de marketing digital dans notre entreprise pour se faire connaître. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont coupé ces budgets. Alors les secteurs impactés, c'est normal qu'elles coupent ces budgets, bien évidemment, mais il y a d'autres entreprises qui ont freiné ces budgets en se disant oula, on va faire attention. On a un produit de formation potentiellement qui peut correspondre. On a des concurrents notamment qui ont réduit les budgets. Et nous, on a pris la décision d'augmenter le budget, un peu à l'inverse de ce qui se passait, en se disant, OK, il y a une opportunité. C'était un peu un pari qu'on faisait, mais on y croyait. Voilà, c'est comme quand on a une conviction et qu'on se dit, OK, j'y vais à fond. Et donc, du coup, on a augmenté les budgets de dépenses marketing de 30% pendant les 3 mois, en tout cas, du premier confinement. Et là, on est en train de refaire pareil pour le deuxième confinement. L'objectif, c'est plus de visibilité, plus de clients, et bien évidemment plus de revenus derrière et plus de recrutement. C'est aussi un élément important, je pense, à partager. Donc pas hésiter en tout cas à, quand on le sent qu'il y a le bon timing, alors pas investir bêtement, on n'était pas au casino en se disant c'est rouge ou noir, mais de se dire OK, on va essayer d'être malin sur cette période qui est particulière et aller chercher des clients à ce moment, c'était le bon moment à mon avis. C'est parce que tout le monde a peur et recule et toi, t'es celui qui saute en avant et du coup, je dois dire, t'as le tapis rouge pour toi, quoi. Voilà, on essaie quand même d'être toujours prévoyant et faire attention parce qu'on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais c'est un peu ça. Est-ce que tu accepterais de me dire juste très 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 rapidement en quoi constitue votre stratégie marketing? Est-ce que vous faites de la création de contenu? Parce que quand on s'adresse en B2B, je suis intéressée de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc la question sur la création de contenu marketing, aujourd'hui on a une stratégie de 2 niveaux. Donc de 1, on va faire de la création de contenu type des guides, des webinaires, des événements. Donc ça nous attire du monde qui nous connaît et on essaie d'avoir une certaine expertise dans le domaine. Et d'un autre côté, on a tout ce qui est marketing digital plutôt publicitaire avec du Facebook Ads, du LinkedIn Ads, du Google Ads, où là on a des budgets, on est accompagné par une agence, notre équipe communication est très bien accompagnée sur ce sujet pour mettre les bonnes campagnes sur les bons mots-clés que tapent des RH, que tapent des services formation.
Merci pour ta réponse. Je me permettais de te la poser parce que j'ai beaucoup de clients et même d'auditeurs de ce podcast qui s'adressent en B2B et qui à chaque fois me disent « Mais Aline, en fait, on ne peut pas faire de la création de contenu quand on fait du B2B parce que les gens ne consomment pas de contenu. » C'est la preuve que si. Ouais, si. Et le webinaire, encore plus pendant la période Covid. Là, nous, on a fait des événements type les 3 jours de la formation ou des retours sur expérience d'entreprise et autres. Ah, là, ça attire du contenu. Enfin, ça attire des personnes grâce à ce contenu. On récupère des mails et puis après, on essaie de les recontacter pour organiser des démos et potentiellement à terme déployer une solution digitale. Merci de le dire et de rétablir la vérité. J'ai une dernière question pour toi, mais pas des moindres. Est-ce que tu accepterais de nous partager ta vision de l'entrepreneuriat en 2021 et des prochains défis qui, selon toi, vont arriver dans la vie des entrepreneurs, des startups, et sur comment est-ce que tu penses les aborder pour qu'on s'inspire tous? Ouais, alors il y a quelque chose qui peut paraître assez basique, mais qui est important, c'est déjà s'entourer des bonnes personnes. On l'oublie trop souvent, et quand je parle avec des futurs entrepreneurs ou même des entrepreneurs qui n'ont pas forcément réussi, c'est plus difficile quand on est tout seul de lancer son business. Donc là en 2020, mais aussi pour les années à venir, il faut toujours s'entourer. Alors soit on a des amis qui sont prêts à se lancer, soit on essaie de trouver des personnes dans son réseau qui sont prêts à y aller en trouvant des complémentarités bien évidemment. Donc ça c'est le premier conseil que je peux donner. Et le deuxième conseil plutôt pour l'avenir qui est quand même un monde assez incertain. Notamment quand on monte une entreprise, on va potentiellement chercher des fonds. Alors il y a des levées de fonds, on en parle beaucoup, mais il y a aussi le fait d'aller voir tout simplement sa banque. Donc il y a quelque chose de très compliqué qui quand même arrive à mon avis dans les prochains mois, mais il faut, et moi je suis quelqu'un de très positif et d'optimiste, il faut se dire que chaque crise en fait c'est quand même des opportunités, et j'en parle un peu plus tard que la semaine dernière, j'en parlais avec mes parents. Chaque crise est une opportunité, et je disais à mon père, c'est un peu comme après une guerre, forcément le business va repartir. Il y a des nouvelles idées, il y a des secteurs qui vont être révolutionnés. On voit par exemple que la façon dont on consomme va peut-être évoluer, que l'agriculture elle peut être beaucoup plus technologique. Enfin bref, dans tous les secteurs, je pense on peut impacter la société et créer des entreprises. Et je pense là, alors forcément quand on écoute ce podcast en novembre ou en tout cas dans fin 2020, on se dit que l'avenir est pas forcément radieux, mais dans 1 an, dans 2 ans, quand il y aura un vaccin, ou en tout cas quand la crise sera résolue, le business va repartir. Et donc, ce sera le moment de potentiellement accélérer, se lancer. Il y aura à nouveau peut-être des fonds, il y aura forcément des plans pour réinvestir dans la société. Donc, je pense qu'il ne faut pas se laisser abattre et toujours penser à des idées en bien s'entourant pour lancer son business. Merci. On est très positif aussi chez The Bee Boost, donc j'apprécie que tu le sois aussi. Et je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais un conseil que tu pourrais donner à des entrepreneurs solo dans le contexte actuel pour qu'ils puissent quand même continuer à développer leur business ? Alors, c'est une bonne question. Un entrepreneur aujourd'hui qui est solo, alors j'ai envie de dire, il y a 2 réponses, parce que c'est soit il a déjà du business, donc dans ces cas-là, potentiellement pour lui, il n'y a pas vraiment d'impact. Par contre, s'il est impacté en termes de business, un freelance ou un entrepreneur qui est fortement impacté par la crise du Covid, et il y a une réponse assez simple et un conseil que je peux donner, c'est de pas se laisser abattre, comme je disais, mais surtout de potentiellement continuer de se former, de réfléchir à des idées parallèles et de pas hésiter à pivoter. Pareil, j'ai discuté avec des entrepreneurs qui sont du monde de la production audiovisuelle, donc qui faisait beaucoup de production. Donc c'est un entrepreneur qui travaille avec sa femme, qui avait une entreprise qui fonctionnait bien, donc à l'arrêt total. Et là, du coup, il a pivoté, il s'est formé sur du motion design pendant la période du premier confinement, et là ils vont des prestats de motion design parce qu'il s'est formé, il a un peu pivoté, et puis quand ça va repartir, il va pouvoir se relancer. Donc il faut regarder un peu dans son business où est-ce qu'on peut en parallèle continuer de vendre des prestations pour après potentiellement demain relancer toutes les activités quand ça ira mieux. Conseil hyper pertinent. Merci. Si on veut te retrouver, te suivre ou même suivre les aventures de Headflex, où ça se passe? On est sur tous les réseaux. Pour moi, principalement LinkedIn ou Twitter. Un peu plus LinkedIn que Twitter. En tout cas, je suis plus actif sur LinkedIn si besoin d'échanger avec moi. Et puis pour Headflex, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, bref, notre équipe com fait un super boulot et on est présent un peu partout. Et vous avez une chaîne YouTube aussi, je crois. On a aussi une chaîne YouTube. On n'est pas encore sur TikTok, mais ça ne serait pas. J'aimerais bien voir les vlogs de Headflex. Peut-être un jour. Ça pourrait être sympa.
Merci énormément pour ton temps, pour ta générosité, pour tous les conseils que tu nous as apportés. Merci Aline. À bientôt Clément. À bientôt. Et voilà les amis pour ce super épisode de podcast. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve toujours hyper intéressant de voir aussi le point de vue des startups qui ne sont pas vraiment encore une fois, notre petit milieu des entrepreneurs sur Instagram et compagnie, des indépendants. Donc là, on parle vraiment de startups, de levée de fonds, d'équipes, de salariés, etc. Et pourtant, en écoutant Clément, je me dis que ces conseils sont aussi bien applicables à leur cas qu'aux nôtres et que finalement, les problématiques restent les mêmes qu'on soit entrepreneur, quel que soit en fait le contexte ou même notre structure. Et ce que je retiens vraiment de cette conversation, c'est déjà, quand on est en période de crise, cette nécessité de réagir et d'être dans l'action rapidement, dans le fait de s'adapter. Donc Clément, il nous parlait que quand il y a eu les premières annonces du premier confinement, ils se sont pas apitoyés sur leur sort, ils se sont pas plaints directement, ils étaient dans la réactivité. On met en place le plan de crise, qu'est-ce qu'on fait avec les salariés? On les passe en chômage partiel? Oui, non, non. Ok, on s'adapte, on adapte notre offre et c'est comme ça en fait qu'ils ont pu traverser cette crise et même exploser pendant cette crise. Et ensuite, la deuxième chose hyper importante dont Clément et moi avons pas mal parlé, c'est tout ce côté bien-être, customer care, aussi bien à l'externe en fait avec les clients, tout faire pour que le client devienne client, le client reste client. Donc là, c'est quand Clément nous parlait du fait qu'ils aient mis en place l'offre découverte, en fait, qui a réduit les frictions, qui a réduit les objections et qui leur a permis de convertir beaucoup plus de prospects en clients et la gestion aussi en interne du bien-être des collaborateurs, des salariés. Et je suis persuadée du plus profond de mon âme d'entrepreneuse que le côté customer care et aussi gestion des équipes en interne, donc le côté humain, va être un des énormes enjeux en 2021, malgré la crise, malgré tout ce qui se profile pour nous. Le fait de prendre soin de ses équipes, de prendre soin de ses clients, va être plus que jamais une nécessité, une demande, un besoin et un réel élément différenciateur. Donc si vous aviez une seule chose à retenir de ce podcast, je pense que ce serait celle-ci. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je serais curieuse de savoir si le fait d'avoir des invités qui sortent un petit peu de notre petite bulle vous plaît. N'hésitez pas à me le dire. Par exemple, si vous êtes actuellement sur YouTube ou sur le blog, vous pouvez laisser un commentaire. Je serais ravie d'avoir votre retour à ce sujet-là. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser une note, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous souhaite une super journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye!